commencer peut-être avec vous, Aurélie, peut-être pour nous resituer le contexte de ce rapport si important. Oui. C'est vrai que le ministère de la Culture a signé en 2017 un protocole pour l'éveil artistique et culturel avec le ministère chargé de la famille et de l'enfance. Et c'est vrai qu'un an après, en fait, on avait besoin de faire un petit peu le point sur les questions scientifiques. Il y a beaucoup de scientifiques qui ont abordé en fait la question du développement de l'enfant, et on a beaucoup de recherches actuellement, et on avait vraiment besoin d'avoir un retour d'un expert sur ces recherches. Beaucoup d'initiatives aussi se développaient dans les territoires, et vous pouvez le voir sur le deuxième livret consacré à l'éveil artistique et culturel, et surtout là, à l'éveil culturel et artistique dans le lien parent-enfant, où on s'attache à valoriser les initiatives en région. Donc il y a une page, voire deux, voire trois même parfois, pages par région qui valorisent les initiatives tant des acteurs culturels que des acteurs de la petite enfance. Donc tout ce contexte-là, en fait, en 2018, marque aussi le moment où Sophie Marinopoulos a partagé son constat et a tiré un peu l'alerte sur ce qu'elle rencontrait quotidiennement dans ces lieux d'accueil, des lieux d'accueil par enfants au pâte au beurre. Et voilà, il y a une bonne concordance, et c'était le bon moment, je crois, pour qu'on puisse travailler sur ce sujet. Et l'évoquer. Merci Aurélie. Alors justement, Sophie, je pense qu'on va rentrer un petit peu dans le fond, dans le détail. On a parlé tout à l'heure de malnutrition culturelle. Il y a à la fois une alerte, une espérance. Alors tes observations de départ, et je crois que tu veux insister sur ce lien art, culture, parents, enfants. Oui, tout à fait. Bonjour à tous, mesdames, messieurs, et merci, monsieur le ministre, de l'honneur que vous me faites. Oui, donc moi, je suis une psychologue, je suis une spécialiste de l'enfance, plutôt habituée à être dans un bureau avec des enfants et des parents. Alors, depuis 20 ans, je ne suis plus dans un bureau puisque je suis maintenant dans une cuisine. J'ai troqué mon bureau contre une cuisine où parents et enfants peuvent venir. C'est un lieu gratuit, anonyme, sans rendez-vous. Et on vient parler de ses préoccupations de parents. Donc en fait, c'est ce lieu-là qui m'a donné, qui est un peu le pouls des parents et des enfants, et qui m'a mis en évidence depuis ces 35 dernières années où je travaille, à quel point les parents sont mis à mal dans la relation à leurs enfants. C'est ce qu'ils viennent me témoigner. Et comment les enfants sont mis à mal dans leur croissance. C'est-à-dire que je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Nous voulons bien des enfants, mais on ne veut pas trop de leur enfance. Parce que les enfants, l'enfance, ça bouge, ça fait du bruit, ça dérange. L'exemple typique, c'est évidemment quand on prend le train. Bon, on est venu en train jusqu'à vous. C'est vrai que quand on voit des parents arriver avec des enfants, tout le monde se tend un peu en se demandant ce qui va se passer pendant les 3 heures et demie pour arriver jusqu'à vous. Voilà, et donc les parents sont mis à mal eux aussi, parce que ce n'est pas eux qui sont en cause, mais c'est notre société, et notre société qui a un certain nombre de cultures entravantes. Alors on parle beaucoup des écrans, je ne suis pas du tout opposée aux écrans. D'abord, il y a du très beau cinéma pour les tout petits, nous sommes une génération d'écrans, nous vivons avec nos écrans. La problématique des écrans, c'est quand l'écran est là pour un évitement relationnel, et donc un évitement de relations. Ça, c'est une véritable préoccupation, mais il n'y a pas simplement les écrans qui mettent nos enfants en difficulté dans leur enfance. C'est aussi le fait que notre modernité, dans les cultures entravantes, eh bien, on a pris pour habitude de vivre vite, vous le savez. Quand nous voulons quelque chose, il nous suffit de cliquer et on a une réponse à ce que nous attendons. Donc en fait, nous sommes une génération de clics, et c'est vrai que les parents aujourd'hui viennent me témoigner que quand ils sont face à leur enfant et qu'ils attendent quelque chose de leur enfant, ils espèrent qu'il va répondent dans l'immédiateté à leurs attentes, et ils cherchent désespérément où cliquer, et voilà. C'est-à-dire qu'il y a une impatience, donc nous sommes une culture de l'impatience qui ne fait pas bon ménage avec l'enfance. Évidemment, une culture aussi de la performance, de l'efficacité. Les parents sont pris là-dedans. Ils veulent être des très bons parents, d'excellents parents. Et ils sont dans une espèce de course comme ça à l'excellence. Voilà. Ça, c'est des cultures entravantes. Et je tire un signal d'alarme en disant, mais nos enfants, finalement, ils sont de moins en moins dans la culture de notre humanité. C'est-à-dire qu'ils sont de moins en moins aux prises avec les mots, avec la symbolique, avec l'échange, avec la relation. Et du coup, ils ne font pas les expériences fondamentales, celles que nous avons vues ce matin magnifiquement. J'étais évidemment dans l'émerveillement de voir, là, il y a de la place pour l'enfance, là, il y a de la place pour les enfants, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir faire des expériences, les faire et les refaire, et très précocement, et je donne toujours cet exemple parce que
on n'y pense pas, mais quand vous regardez un bébé, alors ceux qui m'ont déjà entendu, vous m'excusez, c'est un peu radotage, mais bon, de toute façon, je suis à l'âge de radoter, donc ce n'est pas grave. Quand un enfant, un bébé par exemple, sa première expérience de vie, c'est de téter, hein, c'est d'être nourri, eh bien vous remarquerez qu'assez rapidement, au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, ce tout petit, dans la relation à son parent et dans la relation à son parent, il va faire une expérience extraordinaire, c'est-à-dire s'apercevoir que si il ferme bien ses lèvres, et c'est un muscle, si c'est dur, le lait coule dedans. S'il ferme mal ses lèvres, le lait coule dehors. C'est comme ça qu'on apprend qu'il y a un dedans et il y a un dehors. Et après, on joue à mettre dehors et on joue à mettre dedans. Et après, on va à l'école. Et là, on passe à l'apprentissage. Et dans l'école, on va vous dire, tu mets les gommettes bleues dedans et tu mets les rouges dehors. Donc vous voyez que le mouvement part du corps, le corps est pensé, la pensée est corporelle, d'où l'importance du sensoriel, de l'émotionnel, du relationnel, puisque tout se joue dans la relation à l'autre. Voilà, ça et malheureusement, nous n'avons plus le temps, nous les humains, alors que nous sommes une espèce particulière. Nancy Houston nous dit, nous sommes une espèce fabulatrice, nous sommes une espèce de récit. Eh bien, nous n'avons plus le temps pour les mots. Donc l'appel, et j'en fais une histoire de santé, une histoire de santé culturelle. Être en bonne santé culturelle, c'est être dans sa culture de l'humanité. Donc moi, je ne suis pas défaitiste. Nous avons une modernité. Il ne s'agit pas de forcément la refuser. Il faut simplement la prendre en compte, la regarder en face et être une culture d'adulte responsable et courageux, disant maintenant, nos enfants, il y a quand même des besoins spécifiques. Offrons-leur des villes accueillantes, offrons-leur des villes qui leur signifient, qui leur symbolisent qu'ils sont les bienvenus et qu'ils sont des citoyens à part entière et que nous allons les nourrir non seulement de lait, mais aussi de mots, de relations, d'éveil. Donc c'est évidemment le souhait de promouvoir de l'éveil culturel et artistique. Et je mets culture en premier, ce n'est pas une coquetterie, hein, c'est que nous sommes d'abord dans la culture, c'est-à-dire dans le mouvement d'humanisation, avec des langages protéiformes qui sont artistiques, et il y en a un nombre très important. Moi, j'ai rencontré des initiatives extraordinaires, j'ai été émerveillée par les artistes qui travaillent, qui se donnent un mal de chien pour offrir à nos tout-petits des qualités, parce que l'enfant, le tout-petit, c'est un spectateur très exigeant, mais très exigeant. On ne peut pas le tromper sur la qualité d'un spectacle. Donc les artistes ont besoin de faire un travail remarquable et ils s'associent aux professionnels de l'enfance. Donc il y a beaucoup de préconisations dans le rapport, peut-être un peu trop, monsieur le ministre, je ne sais pas, je me suis peut-être laissée aller, je suis embarquée un peu voilà, dans mon envie qu'on change beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, loin, loin, loin de là. C'est juste que je le place du côté de la santé, l'éveil culturel et artistique. Du coup, ma demande est de dire, mais revoyons nos carnets de santé. L'enfant en bonne santé, ce n'est pas simplement la taille, le poids, le périmètre crânien. C'est aussi, bien entendu, tout son rapport à l'autre, tout son rapport à lui-même, tout son rapport à cet éveil. Donc, changeons nos carnets de santé, formons les professionnels de l'enfance aussi à cette santé culturelle, mais aussi les artistes. Accueillons ce nouveau regard. D'ailleurs, l'OMS parle de santé globale, ce qui est tout à fait la santé culturelle, au final. Et puis aussi, développons, moi, les pâtes au beurre dans lesquelles je travaille, qui sont mes cuisines solidaires. Je serais ravie d'installer des pâtes au beurre chez vous, monsieur Bianchi. Ah, Olivier, petit message direct. Petit lancement par la même occasion, lieu solidaire, mixité sociale, égalité des chances, éducation populaire par excellence. Il y a d'ailleurs une jolie cuisine en préparation à 1000 formes. Hein. Je te dis ça, j'aime bien. C'est vrai. Donc, la volonté aussi qu'il y ait qu'une cartographie qui puisse faire en sorte que tous les enfants sur tout le territoire puissent accéder à des propositions d'éveil culturel et artistique. Et puisqu'il est question de santé, bien entendu, ça doit pouvoir être répandu et ça doit pouvoir se développer au maximum, sachant que quand je parle de malnutrition culturelle, je parle là de tout ce qui vient entraver la relation à soi et à l'autre. Donc c'est un peu toutes ces cultures entravantes et pour moi, c'est un fléau sanitaire. C'est-à-dire que chaque siècle a ses fléaux. Il me semble que nous avons ce fléau. On est tout à fait capable de le surmonter ensemble. On est tout à fait capable. Maintenant, c'est vrai qu'il faut que nous nous en donnions les moyens.
Et pour moi, c'est la culture qui va nous sortir de cette affaire, en s'associant aussi, bien sûr, à d'autres ministères comme le ministère de la Santé, mais prioritairement, et c'est pour ça que j'étais extrêmement heureuse que ce rapport émerge au ministère de la Culture, et je remercie vraiment parce qu'il a démarré avec Madame Nyssen, et Monsieur Franck Riester a permis qu'il se poursuive, et vraiment, ça a été pour moi extrêmement important, donc j'en suis ravie. Il y avait un vrai lien, en tout cas, sur cette prise de conscience d'un problème de santé, d'un problème sanitaire autour de la culture. Je sais que tu es venue, Sophie, avec un film pour donner à voir justement la culture au cœur entre les parents et les enfants autour du livre. Autour du livre. On le regarde ? Voilà, tout à fait. Merci. J'ai tout plein d'histoires dans ma petite valise. J'ai tout plein d'histoires, veux-tu qu'on les lise? J'en ai des drôles, j'en ai des chantés. Viens près de moi, on va se régaler. J'ai tout plein d'histoires dans ma petite valise. J'ai tout plein d'histoires, veux-tu qu'on les lise? Je suis psychologue, psychanalyste, expert sur les questions de l'enfance et de la famille. Et je m'intéresse tout particulièrement à tout ce qui peut nourrir un enfant, le nourrir culturellement. Attrape un livre et viens t'installer. Tourne les pages, on va le déguster. Tu veux le manger pour voir si c'est un bon livre. Ce bébé, il va avoir besoin d'être nourri, il va avoir besoin de lait et de mots. C'est tous les travaux de la carence affective qui nous ont appris comment un tout petit homme, une toute petite femme, dès les premières minutes de sa vie, va être dans une appétence, un désir inextinguible de communiquer avec un autre. Trempé, abrité. Bébé. Bébé? Tu as entendu un bébé là-bas? Donc le bébé, il va attendre qu'on lui parle, il va attendre de rentrer dans la culture des mots. Il va attendre qu'on lui raconte une histoire. Regarde, dedans il y a des images, il y a des histoires. Et c'est là où le livre va avoir une place extraordinaire pour un tout petit et pour son parent, de pouvoir justement l'inscrire dans le monde des mots. Bateau sur l'eau, la rivière, bateau sur l'eau. Ce bébé qui ne sait pas lire, on pourrait se demander, mais pourquoi? Pourquoi lui lire une histoire? Est-ce qu'il la comprend? Mais il l'éprouve et il reçoit et il s'inscrit dans cette intention et dans l'attention du parent. La baleine au fond de l'eau. Quand le parent lit à son tout petit, généralement, très souvent, il le prend contre lui ou près de lui. Et l'enfant, donc cet enfant qui à la fois regarde le livre et en même temps regarde le visage, la bouche, le corps de son parent, parce qu'il est aussi pris par la musicalité corporelle du parent qui lit. Il y a de la prosodie, il y a de la mélodie, mais il y a aussi un corps en mouvement. Donc ce parent qui participe à la lecture, ils vont vivre ensemble, parents et enfants, un dialogue sensoriel. Quand on offre une lecture à un enfant, on voit bien que lui participe pleinement à cette lecture et qu'il en est nourri. D'ailleurs, à un moment, il en sera apaisé, mais nourri au sens même propre. Il n'est pas rare de voir les bébés, quand ils ont la capacité motrice d'attraper le livre, de le prendre et de le mettre à la bouche. Tu veux le goûter? Comme dire, les mots, ils sont dans le livre, je vais les prendre en moi et je vais les transformer pour en faire mon histoire. Oh, Loulou. On a mangé Loulou. Tout mangé Loulou.
Moi, j'en appelle à une santé culturelle, hein, en disant nous devons nourrir, nous devons apporter des nourritures culturelles à nos enfants, qu'apporte toute la dimension artistique. Tous les arts nourrissent les tout-petits et leurs parents et nourrissent le lien parent-enfant. D'ailleurs, il me semblerait indispensable que partout où nous faisons une approche sanitaire, il y ait une approche culturelle et artistique. Par exemple, il y a des lieux très privilégiés qui sont la protection maternelle et infantile, qui sont des espaces où tous les parents sont invités à venir. C'est gratuit, ils viennent, ils sont soutenus par des professionnels de l'enfance qui connaissent parfaitement bien les enfants, les parents. Et bien dans ces lieux-là, nous devrions aussi y trouver des lecteurs, des lectrices professionnelles qui accueillent l'enfant dans le monde des mots. Je suis lectrice et formatrice pour l'association Le Livre pour l'insertion et le refus de l'exclusion, qui est une association qui a pour but d'amener des livres aux très jeunes enfants dans l'objectif de les familiariser avec le livre et avec la lecture. Tu veux regarder un livre avec une chanson ? Notre objectif quand on lit, c'est toujours de passer un bon moment de lecture avec l'enfant, mais aussi de donner à voir aux parents le plaisir que son enfant peut avoir dans la lecture. Et puis, ça donne envie, en tout cas c'est un des objectifs, aux parents de s'approprier ce moment-là et de lire à leur tour et de le reproduire chez eux. Martinillo. Les parents, parfois, sont surpris, nous disent que le bébé est trop petit ou qu'il ne va pas comprendre. Mais en général, quand ils voient les situations de lecture avec leur bébé, ils sont ravis de voir le moment qui est en train de se dérouler sous leurs yeux. C'est intéressant, ça lui plaît, hein ? Les bébés aiment bien les livres. T'as pas fait la sieste ? Des fois, il y a des adultes qui me disent « cet enfant n'est pas lecteur ». Et en fait, on s'aperçoit que cet enfant n'aime pas rester assis calmement, sans bouger, à écouter, sans toucher le livre. Il écoute et il joue. J'ai vu, t'as vu, j'ai vu, t'as vu. Il n'a pas la même façon d'écouter, par exemple. L'enfant écoute beaucoup avec son corps. Donc nous, adultes, on a tendance à penser que pour bien écouter, il faut être posé, il faut être calme. L'enfant, lui, il peut être complètement en mouvement et être néanmoins en train d'écouter. On chante ça ? Quand un lecteur, une lectrice professionnelle propose une lecture à un tout petit et à son parent, il les invite conjointement à ressentir, à éprouver, à partager, à vivre ensemble des émotions. Certaines cantines particulièrement vont avoir la capacité de réveiller l'enfance des parents, en quelque sorte, de les ramener à des souvenirs heureux. Et certaines cantines qui ont beaucoup voyagé existent dans différentes langues. Et quand on a la chance d'avoir des parents qui nous font ce cadeau, puisque c'est vraiment un cadeau, de nous chanter leur cantine à eux dans leur langue ou la cantine de leur enfance, c'est vraiment des moments très joyeux. Nous ne pouvons pas nous contenter de vivre et de regarder un enfant comme il y a un demi-siècle, en pensant que c'est un simple tube digestif. Nous savons aujourd'hui que si nous nous occupons d'un enfant d'une manière mécanique, nous le privons et nous le mettons dans une malnutrition culturelle. Quand on voit des parents qui, après une séance en PMI, nous disent « D'accord, pourquoi pas, je vais l'amener en bibliothèque, je vais lui acheter des livres », on se dit qu'il y a vraiment quelque chose de gagné pour l'enfant qui va avoir des livres à la maison. Donc cette santé culturelle a une dimension essentielle pour que nos enfants puissent grandir. Et le livre a une place centrale dans ses besoins fondamentaux. Alors, long des bleus turquoise, 2 petites oreilles tordues, des cheveux violets ébouriffés. Écouter et regarder le monde qui l'entoure, c'est quand même les 2 grandes occupations du bébé. Et quand on lui propose un livre, on lui propose d'écouter, mais d'écouter des mots qui ont été choisis pour la qualité de leur sonorité, et de regarder, mais de regarder des images aussi qui ont été pensées, des images d'artistes. Et c'est ce que l'enfant reçoit directement et qu'il va faire comme sien et qui va lui permettre, lui aussi à son tour, un jour, de dire « il était une fois ». Si t'aimes les histoires, il était une fois. Si t'aimes les histoires, j'en ai plein pour toi. J'en ai des drôles, j'en ai des chantés. Viens près de moi, on va
va se régaler. J'ai tout plein d'histoires dans ma petite valise. J'ai tout plein d'histoires, veux-tu qu'on les lise? Attrape un livre et viens parce que je sais qu'il y a des emplois du temps qui sont extrêmement précis sur la gauche. Aurélie, vous vouliez rajouter quelque chose avant qu'il y ait un petit échange peut-être Oui, bien sûr. entre Monsieur le Ministre et Sophie? Simplement pour dire que c'est vraiment un film un peu long, mais qui a été conçu comme un outil et qui va être disponible et vraiment à disposition des professionnels de la culture et de l'enfance. Et donc le ministère de la Culture le présentera sur son site et sera téléchargeable. Vraiment, c'est un outil que tout le monde peut s'approprier. Quand on a préparé le dossier, je disais à Aurélie, c'est un peu comme un tuto, quoi. Elle me dit, non, c'est un peu plus comme ça, que ça. Alors, juste très rapidement, tous les deux, vous vous êtes vus, évidemment, autour de ce rapport. Il y a un certain nombre de propositions qui sont faites, y compris des propositions presque internationales. Qu'est-ce qui vous a réuni sur les choses que vous pourriez faire avancer? J'ai bien compris les artistes. Valoriser les artistes, non pas comme des gens qu'on entend, qu'on voit, qu'on regarde, mais qui vivent auprès des enfants. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous avez envie de pousser particulièrement? Je l'ai dit dans mon propos liminaire, mais on a convenu de se revoir à la rentrée pour regarder très précisément toutes les propositions et de voir celles qui sont possibles de mettre en œuvre tout de suite, celles qui on doit de se donner un petit peu de temps pour y parvenir. Mais ce qui est certain, et je crois que ce moment-là le démontre bien, c'est que ma détermination est totale à accompagner ce volontarisme pour l'éveil culturel, pour l'éveil par l'art, en venant ici à Clermont-Ferrand où il y a une innovation exceptionnellement intéressante avec 1000 formes, en présence de Sophie. Et après, un des rôles, encore une fois, du ministère de la Culture, et d'un ministère et de l'État plus largement, c'est d'accompagner, c'est de faire connaître les expériences qui existent, c'est de politiquement, au sens de politique publique, d'accompagner ce qui est fait par les acteurs du terrain, de mettre en lien, de fédérer. Et c'est ce qu'on va essayer de faire avec ce rapport et les propositions de ce rapport. Sophie, si vous aviez un étendard, alors on l'a bien compris là, l'éveil culturel avant même l'éducation, mais un étendard qui pour vous politiquement serait important, vous iriez sur lequel au milieu des 70 propositions? La santé et la culture. Les enfants ont besoin des mots. Et il faut absolument qu'on valorise et qu'on soutienne tout ce qui tourne autour de l'éveil et en distinguant bien l'éveil de l'éducation. L'éveil est avant l'éducation. Dans l'éveil, on fait des acquisitions. Dans l'éducation, on fait des apprentissages. Et il faut avoir fait les acquisitions pour pouvoir faire des apprentissages. C'est pour ça que nos enfants souvent arrivent en maternelle. Et j'ai du mal à supporter qu'on ait des propos un peu désagréables sur nos jeunes enfants qui sont absolument extraordinaires, en disant mais à l'école, ils bougent trop, ils ne savent pas faire, ils n'écoutent pas, ils ne sont pas attentifs, etc. Je trouve que c'est toujours dans le pas. C'est une atteinte à leur dignité. Donc j'aimerais vraiment qu'on soit avec eux pour leur offrir de l'éveil. Et c'est vraiment l'écoute que j'ai eue au ministère. Donc je suis évidemment ravie. Et qu'on ne rate pas cette étape. Écoutez, Sophie, vous allez rester avec nous parce que je pense qu'il y a des questions, probablement des professionnels de la petite enfance, des artistes aussi, et de toutes les personnes qui sont engagées sur 1000 formes. Monsieur le ministre, je crois que vous avez un emploi du temps super chargé. Madame la préfète, est-ce qu'on dit encore comme ça? Madame la préfète, on dit? Ou la préfète? On perd son français un petit peu avec toute ces évolutions. Serge Lasvigne, merci beaucoup d'être venu encourager 1000 formes et la ville de Clermont-Ferrand. On peut les applaudir. Merci de votre venue. Allez-y, vous pouvez repartir. On prend la famille en effet dans sa globalité et évidemment on n'oublie pas les grands-parents et c'est un point sur lequel on voudrait insister en tout cas aussi à la rentrée, c'est vraiment cette question du rôle fondamental aussi des grands-parents qui évidemment emmènent leurs enfants au musée ou apportent des livres et ont du temps aussi à consacrer à leurs enfants. Donc en tout cas nous on y pense vraiment au ministère de la Culture et je pense que dans ce qui va arriver, en tout cas dans les orientations que l'on porte, on ne les oublie pas. Ouais.
Sophie. Alors, non, on les oublie d'autant pas. Alors, dans ma cuisine, c'est famille élargie, donc il y a d'ailleurs beaucoup de grands-parents. On les oublie d'autant pas que je suis pour la 2e fois grand-mère depuis 15 jours, donc vous imaginez bien que je suis hyper vigilante sur la place des grands-parents. Il est vrai que j'avais vraiment envie qu'on mette un focus sur les parents, très clairement, hein, je l'assume complètement. Ça ne veut pas dire que ça retire toute la place et le rôle des grands-parents. Mais je voulais vraiment qu'on soit attentif aux parents d'aujourd'hui, à leur emploi du temps, à la vie qu'ils mènent, et qu'on puisse un petit peu se pencher sur leur vécu à eux de parents. C'est vrai. Simplement, évidemment, on ne se prononcera pas sur plutôt les positions des maires et de l'éducation nationale. Mais après, sachez qu'en tout cas, les territoires prioritaires du ministère de la Culture, en tout cas dans les lieux d'intervention, c'est évidemment le monde rural et le quartier politique de la ville. Donc c'est vrai qu'on a bien conscience de cette problématique d'accès à l'art et à la culture pour les personnes qui sont géographiquement éloignées des structures. Mais je sais que les directions régionales des affaires culturelles dans les régions vraiment portent aussi du soutien aux associations, aux structures qui vont se déplacer dans le monde rural. Et puis, il y a aussi quelque chose à imaginer entre l'enfance, entre les professionnels de l'enfance et de la culture. On voit de plus en plus des micro-crèches qui se développent aussi en monde rural ou qui vont, alors, quand il y en a dans les structures culturelles, elles se déplacent dans les structures culturelles, mais ça peut être aussi les professionnels de l'enfance qui font venir des acteurs culturels avec eux lors de leur déplacement de micro-crèches mobiles, etc. Voilà, je pense que c'est aussi repenser cette façon de coupler les acteurs culturels et les acteurs de la petite enfance qui permettra cet accès. Sophie ? Sur la question du budget, c'est évidemment dans mon rapport une préoccupation que j'avais en permanence. Et j'ai fait une proposition, on verra ce qu'elle donne, on verra si elle est entendue, pour qu'il y ait un budget spécifique alloué à l'éveil culturel et artistique, avec de l'argent qu'on pourrait récolter en créant un billet solidaire, un billet à coupon solidaire, c'est-à-dire si vous inscrivez, moi je vous disais que j'avais des petits-enfants, je peux les emmener voir un spectacle. Eh bien, si le spectacle est à 5 € et qu'on me propose de mettre 5,50 €, eh bien, je peux mettre les 50 centimes de plus qui iraient sur un budget spécifique qui serait à ce moment-là alloué et complètement fléché uniquement pour l'éveil culturel et artistique. Donc c'est une proposition qui est faite de manière à ce que la question financière ne vienne pas entraver les projets. Mais en même temps, je pense que vous pourrez m'accorder que ce n'est pas une question d'argent seulement, pas seulement. Et qu'il y a aussi toute une éducation populaire à avoir avec l'approche de la nature, par exemple. Nos enfants ont très peu accès à la nature, de moins en moins, et du coup, ça c'est quelque chose qui peut se faire et qui ne demande pas beaucoup de budget, mais c'est plus un mode de vie, en fait, qui est aussi à développer. Bah écoutez, merci à vous deux, toutes ces petites voix là qu'il va falloir élargir un peu plus et mettre en action avec les partenaires locaux aussi. Donc pour le 06, Sophie, vous viendrez me voir, je vous le donnerai, si elle m'autorise. Merci, on peut vous applaudir, merci d'avoir été là.